Merci, bonsoir tout le monde. Alors, ça s'intitule Brève histoire du virage à droite des élites politiques québécoises dans 10 minutes. Alors, j'ai tout expliqué ça. Alors, ce virage à droite de nos élites politiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas le résultat de l'évolution normale, naturelle d'une pensée économique, politique. C'est plutôt un mouvement réfléchi, volontariste, promu et même imposé jusqu'à un certain point. Alors, donc, un virage, c'est un changement de direction en sens opposé. C'est un virage à 180 degrés, comme le dit Parizeau, c'est une volte-face. Alors donc, c'est un virage vers le néolibéralisme. C'est ça qu'est la droite. Alors, pour virer vers le néolibéralisme, pour que la classe politique emprunte cette voie-là, on a eu recours à un stratagème, leur faire signer des accords de libre-échange. C'est comme ça qu'ils ont tourné à droite. Il y en a qui ont signé sans savoir qu'est-ce qu'ils signaient, comme la plupart de nos dirigeants politiques, sans savoir exactement même les principaux. Donc, on a utilisé les accords de libre-échange modernes qui sont d'un nouveau type, un type inédit. Il n'y avait jamais eu dans l'histoire auparavant. Il y a eu beaucoup de libre-échange promus par l'Angleterre, qu'elle dominait le monde, etc. Mais c'est un type tout à fait nouveau. Alors, donc c'était, pour confirmer ce que je viens de dire, c'était un virage voulu, volontariste. Voici ce que Parizeau dit dans son livre « Pour un Québec souverain ». Avec l'aide hautement efficace de Bernard Landry, je réussis à faire effectuer un virage à 180 degrés au Parti québécois. 180 degrés, ça veut dire qu'il allait par là, mais après il allait à droite. Alors, un virage à 180 degrés au Parti québécois, dont je viens de prendre la présidence. C'était au mois de mars-avril 1988. Parizeau avait démissionné en 1984. Là, il a été élu au Parti québécois au mois de mars. Et comme condition, c'était l'adhésion au libre-échange. Il y avait deux conditions. Que la souveraineté revienne à l'article 1er du Parti québécois. Et la deuxième, c'était l'adhésion au libre-échange. Parce que les autres avant, Pierre-Marc Johnson, il hésitait, tout ça. Bon. Alors donc, comme je dis, c'est à certains points imposé. Parce que le Parti québécois avait toujours été méfiant vers le libre-échange. Parce qu'un petit pays doit protéger son industrie naissante. Bon. Alors, d'abord, parce que nous, pourquoi? D'abord parce que nous pensons que le libre-échange favorise le Québec. Et aussi en raison des répercussions politiques immenses que la signature de ce traité va entraîner. C'est vrai qu'il y a eu des répercussions politiques immenses jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc il continue sur ce ton-là. C'était en somme faire appel aux Américains pour nous protéger contre les Canadiens. Ça, c'était son prétexte, c'est-à-dire sa raison, parce que je pense qu'il y croyait. Alors, les Américains n'ont jamais aimé le rôle que Québec leur a fait jouer face à leurs ennemis canadiens. Mais ils ont bien été forcés de reconnaître qu'au Québec, le traité de libre-échange recevait l'appui des deux partis politiques. Oui. Et que ce fut grâce à cet appui non partisan que Bryan-Mulroney put signer l'accord. Et on va vous expliquer pourquoi. Il y en a qui disent que ça n'a pas de bon sens, c'est le Parti québécois qui a décidé que le Canada signe l'accord de libre-échange. OK? Alors, on explique ça. D'abord, il faut que je vous dise que le virage vers le libre-échange, c'est un mouvement mondial. C'est pas unique au Québec. Donc, Parizeau, Landry, ont tout simplement embarqué dans un mouvement qui était partout ailleurs. On peut dire qu'ils ont fait comme les autres. Ils voulaient qu'on fasse comme les autres. Alors, ce mouvement-là, vers un nouveau libre-échange, en fait, ça veut dire vers un nouveau capitalisme. Comme l'a dit Anne-Marie. Alors, qu'est-ce que je viens de dire?
Donc, de toute façon, c'était... avant cette date-là, 1980, c'était le keynésianisme qui régnait partout dans le monde. Donc, le libre-échange, c'est vers un nouveau capitalisme. Alors, c'est la Business Roundtable des États-Unis qui, à un moment donné, à la fin de 1979, sont allés voir à la Maison-Blanche le Trade US Representative, le représentant international du commerce, auprès du président qui est plus puissant que le ministère du Commerce. OK? On va le voir, puis on dit, on veut un changement dans le capitalisme. Premièrement, déréglementer les services financiers. Déréglementer, ça, c'était le fondement de leur demande. Okay? Alors, et dans ça aussi, il y avait la privatisation, l'ouverture des frontières. Donc, ils voulaient une nouvelle sorte de capitalisme parce que les temps étaient mûrs. C'était depuis après la Deuxième Guerre mondiale, avec Hayek, Milton Friedman, etc., qui se faisait, c'est une leçon qu'on doit apprendre de d'autres, ça. Depuis 1946-47, qu'ils luttaient pour ça. OK? Puis ils savaient que c'était un combat à long terme, puis ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas mitigé sur les principes. Une leçon pour les autres. OK? Alors, donc, amorcé en 1979 par les businessmen, alors il fallait que les politiciens adhèrent aussi à ça. Donc, justement, dans le monde actuellement, c'est pas un hasard, parce que quand les politiciens arrivent, c'est dans une conjoncture. Alors, il y avait, comment ça s'appelle, Reagan, Mme Thatcher, qui étaient des gens de droite, qu'eux avaient adhéré déjà à ces principes. Donc, les deux chefs d'État les plus puissants du monde ont adhéré à cette doctrine, à ce virage. Bon. Alors, maintenant, comment faire pour faire signer les politiciens? Parce que si les politiciens ne signaient pas, c'est bien beau ça, au point de vue économique, avoir tout ça de principe, dire oui, mais si les politiciens ont signé pour que plus jamais ça revienne, ça, le keynésianisme, la social-démocratie, qui s'est implanté partout, les programmes sociaux, l'État qui intervient partout. Alors, il fallait que les politiciens signent solennellement. Donc, c'est ça les nouveaux accords de libre-échange. Et il fallait commencer par un cobaye, à quelque part, on ne pouvait pas commencer ça. Il avait essayé les Américains ça, au niveau du GATT, l'ancien OMC. Mais ça ne marchait pas, là, tout le monde s'opposait. Alors ils voulaient constituer un modèle. Ça, c'est écrit. Alors, c'était qui le modèle qu'ils ont choisi? Le Canada, le plus beau pays du monde. Alors, donc, c'était le Canada, c'était l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. OK? Vous voulez juste 2 minutes? Donc, comme vous le savez, ça a été annoncé en 1985, hein, par Brian Mulroney ici, écrit. Ça a été signé en 1987. Je vais aller au... Et puis, c'était signé. Mais il fallait que l'approbation du Parlement et du Sénat. Et or, le Parlement était conservateur, donc ça allait passer. Mais au Sénat, ça ne passait pas. Alors, il fallait aller en élection pour avoir l'approbation générale. Si là, Mulroney était réélu, là, il dirait, j'ai l'approbation de tout le monde. Donc, il y a eu une élection en 1988. Expressément, l'enjeu principal, c'était le libre-échange avec les États-Unis. Alors, Mulroney, dans ce temps-là, était à 11% dans les sondages, plus bas que Charest encore. Hein, c'est effrayant. Alors, c'est qui est venu à la rescousse? C'est Landry et Parizeau. En plus, il est allé chercher un autre premier ministre, un autre futur premier ministre, Bouchard, hein, qui lui était monsieur net, il est allé chercher à Paris, qui est ambassadeur, il est rentré dans un comté au Lac-Saint-Jean, puis les trois ont bataillé pour ça. Donc, c'est comme ça qu'au Québec, c'est pour ça que Parizeau dit, puis Landry l'a écrit à propos de ça, que sans le Québec, le Canada n'aurait pas pu signer l'accord de libre-échange. Enfin, je dis qu'il aurait probablement signé un jour ou l'autre. Mais on n'était pas obligé, le Québec, hein, d'être les leaders dans cette affaire-là. Alors, après les accords, le Parizeau est revenu sur certaines affaires. Le chapitre 11, on n'était pas au courant. Hein, le chapitre 11, tu sais, par lequel les compagnies peuvent poursuivre les gouvernements. C'est épouvantable, ça. Il dit, quand on a découvert ça, le réveil a été brutal. Il a écrit ça dans le Devoir, souvenez-vous?
C'était après le sommet de Québec en 2001. Alors, c'est les jeunes qui l'ont réveillé, hein? Il a dit, lui, il faisait tellement de tapage dans ce temps-là qu'ils l'ont réveillé. Alors, donc, ça achève. Bon, si vous avez des questions, donc j'ai écrit tout un livre là-dessus, mais je ne fais pas de publicité parce qu'il est épuisé. Il faut sortir le publicité, mais il va sortir un livre numérique. Bon, alors, je vais tirer 3 leçons de ça. 3 leçons. Qui vient de ces gens-là qui ont fait cette promotion. Milton Friedman, Hayek, tous ceux qui ont été à l'œuvre dans ça. Je le dis ici. Premièrement, ne pas avoir peur d'aller à contre-courant des idées reçues. Deuxièmement, ne pas édulcorer les principes. Hein, comme a fait le NPD, là, il dit pour gagner, les journalistes disent c'est suicidaire, s'il continue comme ça, il ne sera jamais élu. Ne pas édulcorer les principes. Troisièmement, n'accepter comme immuable aucune institution établie, aucune pratique reçue. On peut tout changer. Ils sont débiles. On parle de son grand que parce que nous sommes à genoux, mais maintenant nous sommes debout.